Salut, c'est Rudy, et avant de vous partager mon épisode du jour, je souhaitais vous parler d'un projet que j'ai lancé récemment. En effet, après presque un an d'existence du podcast, je me suis rendu compte de quelques manques entre guillemets concernant certains sujets qui pourraient aider à mieux performer. N'étant évidemment pas un expert dans la pratique du kayak, je suis toutefois depuis plus de 20 ans dans le milieu de la musculation, et c'est pourquoi je souhaite vous partager mes meilleurs conseils en rapport avec le kayak. C'est pourquoi j'ai réalisé une formation gratuite à destination des kayakistes et séistes motivés en quête de progrès. Dans cette formation gratuite, je vais vous partager des conseils techniques, avec vidéo à l'appui, sur certains exercices phares en musculation que vous pratiquez déjà. Je vais également vous partager des conseils alimentaires, et notamment sur comment prendre de la masse utile, mais aussi sur comment éviter au maximum les blessures au dos et aux épaules si fréquentes pour beaucoup. Enfin, je vous partagerai ce qui est pour moi un trait de caractère indispensable à cultiver pour aller encore plus loin, parce que votre réussite ne dépend que de vous. Si vous êtes intéressé par cette formation gratuite, cela se passe directement sur le site www.secretdukayak.org en renseignant votre email dans la petite pop-up présente sur la page d'accueil qui apparaît moins de 5 secondes après que vous soyez dessus. J'espère sincèrement que cela vous aidera. N'hésitez pas à me faire un retour après avoir suivi cette formation gratuite si vous aviez des idées, questions ou suggestions. Salut, c'est Rudy et je vous souhaite la bienvenue pour ce nouvel épisode des Secrets du kayak. Le but de ce podcast est de vous partager ma passion du kayak de course en ligne et de partir à la rencontre des champions. Qui sont-ils et que font-ils pour performer au plus haut niveau? Aujourd'hui, je vous partage ma conversation avec Jérémy Candy, double champion du monde de kayak marathon et qui sort des World Games. On revient sur son parcours atypique et on parle surtout beaucoup d'entraînement. C'était un régal pour moi et j'espère donc qu'il en sera de même pour vous. Je vous laisse donc maintenant découvrir Jérémy Candy et ses secrets. Salut Jérémy, comment vas-tu aujourd'hui? Salut Rudy, bah, ça va super. Je viens de rentrer chez moi et puis je me suis préparé spécialement pour cette interview. Bon bah j'espère que tu t'es pas coiffé vu qu'il n'y a pas d'image et il n'y avait pas besoin. Donc Non, non, là-dessus, je suis au fait, je suis au fait. Mais tu rentres du boulot? Ouais, je travaille en tant que prof de PS et cette année, j'ai toujours mon demi-service, mais je le fais en annualisé, c'est-à-dire que je travaille jusqu'à février et ensuite je suis à 0%, ce qui va me permettre de pouvoir partir en stage plus longtemps sans me soucier forcément du travail. Ok. Et ah ouais, donc tu bosses quand même presque à temps plein, donc et après donc t'es remplacé à partir de février par quelqu'un Voilà. d'autre alors. Ouais, exactement, exactement. Là, je suis à temps plein jusqu'à la moitié de l'année, jusqu'à février, et après, j'ai un collègue qui prendra ma suite, qui est déjà au collège là, qui remplace quelqu'un d'autre. Donc tout le monde est gagnant dans cette histoire. Bon bah cool, on va y revenir un petit peu après. Bah, là c'est un peu le sujet brûlant qui me démange. Comme je te disais en antenne, moi j'attendais que le troisième titre de champion du monde pour mettre en titre trois fois, c'est pas du hasard. Et vu Ouais, je qu'avec vois. Tranda c'était deux fois, c'est pas du hasard. Donc là tu rentres des championnats du monde de marathon. Donc bah moi Ouais. j'ai regardé les courses sur YouTube, on pouvait tout voir. J'ai envie de te poser la question classiquement, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, je vais te répondre classiquement, on ne sait pas, parce que j'avoue qu'on est arrivé avec des attentes, forcément. On voulait clairement gagner 3 fois, parce que 2 fois, c'était pas un hasard, 3 fois, c'était je sais pas comment on peut l'appeler, mais en tous les cas, ça aurait été vraiment cool de pouvoir ramener ce troisième titre. On est arrivé avec l'envie de bien faire. Le bateau, globalement, ça allait bien. Et puis, en fait, on s'est rendu compte au fur et à mesure des tours, et puis même dès le départ, on va dire, que le niveau qui était le nôtre ce fameux jour J était pas le bon, quoi. Donc, on cherche encore, on se donne encore quelques jours, quelques semaines avec Nicolas Parguel, Hervé Duhamel, Quentin, pour essayer de trouver des pistes de ce qui a pu ne pas aller ce jour-là, quoi. Donc, on y réfléchit. Alors après, je pense qu'on était peut-être fatigué, je sais pas. Peut-être que l'entraînement qu'on a fait nous n'était pas comme d'habitude. Je sais pas. En tous les cas, moi, ce que je me suis dit, c'est que passer de vice-champion d'Europe et vainqueur de la CIA en août à 10e au championnat du monde, ça peut pas être qu'une contre-perf. Hein. J'imagine qu'il y avait autre chose qui était un peu sous-jacent. Donc, euh, donc voilà, on essaie encore de réfléchir. On réfléchit même avec toute l'équipe de France parce que nos résultats, ils étaient en demi-teinte par rapport à ce qu'on a eu l'habitude de produire. Donc,
on verra par la suite, mais l'objectif de toute façon, c'est de rebondir. On espère rebondir le plus haut possible, on va dire. Tu parlais d'entraînement, vous avez changé des choses par rapport aux autres préparations? Parce qu'aux Europes, pareil, j'ai regardé les courses et ça s'était plutôt bien passé. Vous faites deuxième, mais bon, ça se joue à la fin. Bon, c'est serré. Il y avait quelque chose de différent Bah ce coup-ci? ouais. Bah, aux Europes, globalement, on était parti sur le même genre d'entraînement. C'était plutôt bien, on était plutôt satisfait. On n'a pas de chance, on gagne pas sur des petites erreurs qui peuvent arriver, mais qui nous sont arrivées au mauvais moment. Donc, on s'est pas du tout pris la tête par rapport à ça, parce que notre niveau, il était bon. À la CIA, on confirme en gagnant, après 25 ans sans victoire étrangère, qu'on était là. Et entre-temps, l'été était, cet été, on a décidé de travailler encore plus nos points forts et on a fait plus de séances, on va dire, un peu plus courtes, avec peut-être, je sais pas, peut-être moins d'aérobie, peut-être moins de, moins de, moins d'aérobie en puissance aussi. Je sais pas. Moi, j'ai quelques pistes. Je pense que Nicolas en a quelques-unes, Quentin aussi, et on essaiera de mettre tout ça en commun pour voir ce qui peut ressortir de tout ça. C'est quoi vos points forts? Bah nous, nos points forts, typiquement, c'était notre pointe de vitesse. C'était vraiment ce qu'on avait identifié l'année dernière en Roumanie quand on gagne notre titre. C'est que passé la mi-course, on avait une capacité à répondre aux attaques qui était plus importante que les autres, on va dire. Et du coup, ça, c'était vraiment un truc qui a été identifié comme notre arme principale pour pouvoir nous imposer. Après, nous, cette année, enfin, et moi, moi aussi, je voulais vraiment qu'on travaille notre train, nos vitesses régulières, on va dire, ce qui nous permet de pouvoir engranger les kilomètres. Donc, je pense que c'est quelque chose qu'on avait réussi à faire. Et alors, ça, c'est pas du tout retranscrit aux mondiaux. Comme je disais, on ne sait pas vraiment pourquoi ce qui a cloché, mais notre point fort c'était ça. Et grâce à Quentin, bon, avec moi aussi, mais vu que je suis à l'arrière, c'est un petit peu plus subtil. Notre capacité de navigation. On a une navigation qui est quand même assez intéressante, je trouve, dans les vagues. Quand ça accélère devant, on arrive à toujours trouver une bonne vague pour pas s'épuiser. Ce qu'on avait réussi à faire aux mondiaux là cette année, pendant les 3-4 premiers tours, on prenait pas part à la fête. Mais d'habitude, c'est parce qu'on n'a pas envie. Là, c'est peut-être parce on était déjà fatigué en fait dès le début de la course. Euh, quand tu parles de travailler le train sur un marathon, donc il fait 29 kilomètres, c'est quoi des séances, par exemple, pour travailler ce fond de train très long? Alors, nous, notre séance, la séance de base, entre guillemets, c'est 1 heure où on essaie d'avoir la plus haute moyenne possible. Souvent, on le fait en K1, en relais. Moi, je m'entraîne avec Quentin quasiment tous les jours. Donc, on fait 1 heure à 14, 2, 3, 4, 5, 6, ça dépend. Et l'objectif, c'est vraiment d'avoir la meilleure moyenne possible. Ça, je pense que moi, c'est une de mes séances préférées quand j'arrive à la faire et qu'elle est bien faite, ça me fait du bien. Et après aussi, on passe sur des espèces des EB2, mais qui sont tellement longues que ça devient plus de l'EB2. C'est 3 fois 4000 mètres, par exemple. Ça, c'est Ok. une de mes Ah ouais, favorites. ouais, c'est de l'EB1 plus, quoi, en gros. Ouais, alors après, quand on est en forme et qu'on a vraiment le couteau entre les dents, on arrive à être autour des 16 minutes, donc autour des 15 km heure. Ah Ce ouais, qui est quand même, putain. enfin, sur 4000 mètres, une vitesse qui est assez intéressante. Ah ouais, c'est énorme. C'est énorme. Ah ouais, ça fait Et 8 minutes. puis, Ouais, ça ouais. fait 8 minutes et demie. Ah ouais, putain, c'est énorme. Ah ouais. Mais ça, après, c'est en relais, c'est dans des conditions. Quand on arrive à faire ça, c'est que les conditions, elles sont vraiment top. Et puis, euh, et puis qu'on s'est dit, de toute façon, aujourd'hui, ça va piquer, donc on se laisse pas le choix, quoi. Et donc, tu disais que tu t'entraînes souvent avec Quentin. Tu t'entraînes où, à Vers-sur-Marne? Ouais, on fait partie du pôle France de Vers. On y est encore cette année. Et à côté, en parallèle, moi, je vis à Joinville-le-Pont et j'ai un bateau dans mon jardin, Quentin aussi, et donc on peut s'entraîner pas mal sur la Marne. Et c'est comment la Marne? C'est bien? Il y a du courant? Comment c'est exactement? La Marne, c'est top. Ouais, il y a des crues parfois, mais en général, c'est idéal pour nous parce quand on fait les sorties de 30 bornes, on a, allez, j'exagère, mais on a un aller-retour à faire, quasiment, ça suffit. Donc, donc non, ça c'est vraiment bien. Après, on essaye.
on essaie toujours d'être disponible pour aller à Vers parce que Nico, tout simplement, il vient. Des fois, on a Philippe Collin qui nous suit. Et puis, le bassin pour des séances de 1000, 2000, 1500 mètres, c'est bien balisé, donc ça nous donne des bons repères. Tu parlais d'une course là justement que j'ai suivie, que vous avez gagné. Ça s'appelle comment? La Sella? Ouais, alors c'est Descenso International del Sella. Donc, nous, on dit la Riba en France et les Espagnols disent El Sella. Et donc le Sella, c'est des Asturies qui se jette à Riba des Sella et nous on part d'Ariondas qui est 21 km en amont. Et c'est là, il y a pas de portage. Alors c'est tu fonces tout droit quoi. Non, en théorie, il n'y a pas de portage, même si avec les marées, il peut y avoir des moments où c'est nécessaire. Cette année, on y a échappé de justesse, on va dire, mais ça peut arriver, ouais. Et donc là, tu disais, ça faisait 25 ans qu'il n'y avait pas eu d'étrangers qui gagnaient. Normalement, c'est des Espagnols qui gagnent. Ouais, depuis 1997 et la victoire des Sud-Africains, il n'y avait pas il y avait pas d'étrangers qui avaient gagné. Il y avait vraiment la mainmise des Espagnols. Les Français, on s'est jamais imposé en 84 éditions parce que la première édition a eu lieu en 1930. Donc ouais, cette année-là, on a marqué la petite histoire du canoë-kayak, on va dire. Et ça, nous, c'était clairement un de nos objectifs. Vraiment, moi, je suis ravi d'avoir validé celui-là. Sur les derniers championnats du monde, je reviens un peu là-dessus. Moi, j'ai suivi pas mal de courses et j'ai trouvé qu'il y avait un sacré niveau. J'ai vu cette année vraiment la montée des Danois, notamment de Mads. Et puis j'étais très surpris des Sud-Africains qui pagaient a priori avec des pagaies minuscules, mais qui moulinent comme des malades à la fin. Comment c'était pour toi le niveau de manière générale? Est-ce que c'est Ouais, monté comme tu as eu l'impression? moi, je m'attendais à ce que le niveau soit plus élevé et j'ai l'impression qu'il l'était. On a eu, même avec Fernando Pimenta qui était dans le K2 avec José Ramalho, ça donnait vraiment un K2 puissant et endurant puisque les deux, ils avaient chacun leur point fort. Après, les Sud-Africains, ouais, on a eu l'occasion de pas mal parler avec Amish Lovemore qui gagne les moins de 23 ans. Et lui, il a une pagaie en 705 cm², je Oh, crois, quelque chose comme ça. 705! Ah Ouais. ouais, Et putain! il doit être en 2,13, quelque chose comme ça aussi. Oh, Et 705! Ah ouais, putain, parce que quand ouais. il a mouliné sur la course U23, attends, il est parti, on s'est dit, oh, je me suis dit, ouais, incroyable comme il mouline, quoi, et qu'il passe, hein. Bah, ouais, exactement. En fait, ce qui est fou aussi, c'est qu'il était 2 ou 3 semaines avant, il était au Mondiaux U23 en vitesse, où il Au fait le 1000 5000, mètres, ouais. il doit faire 6 ou 7 du 1000 et il fait 3 sur le 5000 et il avait la même pagaie. Ouais, ouais, mais j'ai vu Donc c'est au vraiment, 5000, au Mont du 23, je sais pas si t'as vu, il a loupé une bouée, en fait. ouais, ouais, j'ai vu. J'étais déçu pour lui, mais c'est vrai ils ont des petites pagaies qu'ils arrivent bien à utiliser parce que ils ont pas de manque d'appui plus que ça. Ils arrivent à partir vite, ils arrivent à finir fort. Donc c'est à un moment donné, je pense qu'il y a un certain feeling à avoir avec la pagaie et ça, il y en a certains, les frères Vold, les Norvégiens qui font troisième là, en K2, eux, ils sont en branch à une. Donc en fait, ça dépend vraiment de comment tu te sens avec ta pagaie et puis si tu te sens capable de la tirer, tout simplement. J'ai vu pareil sur les Sudaf, ils ont des pagaies qui a des manches colorées. Est-ce que tu sais à quoi ça correspond? Est-ce que ça correspond à une dureté particulière, ces couleurs? Alors a priori non, il n'y a pas de. C'est pas parce que tu as un manche vert qui va être plus léger comme sur les Gentex par exemple, mais c'est eux qui demandent la couleur en fait. Ok. C'est juste ils pimpent leur pagaie, on va dire. Ouais, parce que je me suis dit, après les courses, quelle couleur je prends comme manche? Ouais, non, non, ils ont différents modèles, mais après la couleur, a priori, c'est libre, hein, tu peux choisir celle que tu veux. Ok. Bon, bah après cette longue introduction, on va revenir sur la question de base. Comment tu as découvert le kayak, Jérémy? J'ai découvert le kayak totalement par hasard. On était en 1998 et avec mes parents, et on est arrivé au moment où on s'est dit, faut que tu fasses du sport. Donc à 8 ans, enfin il y avait le temps hein, sûrement, mais à 8 ans, on m'a dit qu'on allait m'inscrire dans un club. Il fallait que je choisisse. Il y avait à peu près tous les clubs, tous les sports qu'on pouvait imaginer. Et en fait, il y avait une base de loisirs pas loin. Je voulais faire quelque chose qui changeait. Donc c'était soit kayak, soit judo. Et en fait, je suis allé au club de kayak avant ensuite judo, ce qui fait que j'ai commencé kayak d'abord. Et au final, je suis jamais reparti.
façon, dans le kayak, on dit si tu passes le premier hiver, a priori, ça sent bon. Donc, j'ai passé le premier hiver et puis après, je suis resté, quoi. Et maintenant, ça fait 25 ans presque que j'y suis. C'était à quel club? L'ASEV Condé-sur-Vire, en Ah, Normandie. t'es ton club de maintenant encore alors. Ouais, exactement. Et alors comment ça s'est passé tes débuts? Est-ce que c'est un club où on apprend les différentes disciplines du kayak ou c'était directement une discipline particulière? Bon, ouais, basiquement, tu commences en école de pagaie, tu touches un petit peu à tout. Nous, on était dans la Manche, donc on avait la chance d'avoir un petit peu de rivière, un petit peu de plat, un petit peu de mer. Donc, on commençait avec des jumpers en plastique. Bon, quand c'était encore en septembre, il faisait beau, donc c'était vraiment un prétexte pour finir à l'eau. Mais on commençait comme ça. On avait des poloisés en club, donc on faisait des jeux avec des ballons. On avait des CAPS, donc les nouveaux Thunder Kids, enfin les anciens Thunder Kids de maintenant, mais on avait des CAPS, donc on touchait un petit peu à la course en ligne. Et puis après, on allait faire des petits stages du côté des îles de Chausey, à Granville. Enfin, on avait vraiment l'occasion de toucher à tout. Et ça, c'était plutôt bien, en fait, pour la transversalité, c'était plutôt sympa. Et est-ce qu'au début, tu avais des capacités aérobie au-dessus des autres enfants ou pas du tout? Pas du tout. Pas du tout. J'ai dû faire, moi, au début, j'ai commencé, je devais être poussin 1. J'ai fait ma première course, on devait être deux en poussin. J'ai fini deuxième, donc j'ai quand même eu une médaille, j'étais content, tu vois, mais j'étais clairement pas le meilleur. J'étais clairement pas le meilleur. Et puis ça a été vrai pendant de longues années, Mais non, non, moi en fait, je comprenais pas. Je venais juste au club, je m'amusais et puis je repartais quoi. C'était vraiment, vraiment l'école de pagaie et section vraiment loisir quoi. Vous étiez un bon groupe d'enfants à faire du kayak? Ouais, ouais, parce qu'en école de pagaie, vu on n'est pas encore spécialisé totalement, il y avait, je saurais pas te dire, mais je pense qu'il y avait entre allez, 10 et 15 gamins, parce qu'on peut pas non plus en avoir 30 sur l'eau. Après, à gérer, c'est un foutoir. Mais non, non, on avait un groupe qui était plutôt cool, avec des gens de tous les âges. Ça allait, moi, j'étais un des plus jeunes, j'avais 8 ans, mais ça allait jusqu'à 10, 11, 12 avant qu'après, ils se spécialisent, entre guillemets. C'est à cet âge-là que tu as choisi la course en ligne? Non, parce que, enfin, en fait, j'avais une appétence un peu plus grande pour la course en ligne parce que à l'époque, moi, j'avais 8 ans, 8, 9, 10, et les autres, il y avait le groupe cadet, le groupe junior, ils performaient bien. En tous les cas, à mes yeux, c'était un groupe qui performait parce qu'ils étaient au championnat de France, ils ont même ramené des breloques au championnat de France. Donc, toi, quand t'es gamin, enfin, t'hallucines, quoi. Et puis aussi, après, nous, on avait Nathalie Marie qui était au club, qui était licenciée au club. Et elle, clairement, elle jouait les JO. Donc, en fait, tu la vois, on la voyait pas souvent hein, parce qu'elle s'entraînait à l'INSEP. Mais quand tu la voyais, forcément, toi, t'es un gamin, tu te réfères à la référence, forcément. Donc, du coup, la course en ligne, ça a commencé à être un petit peu la discipline qui me faisait le plus rêver. Même si, on va pas se mentir, hein, c'est ingrat comme discipline. Mais moi, j'aimais bien, ouais. Est-ce que tu as fait les championnats de France minimes? Ouais, j'ai fait cheval de France minime. Alors, en minime 1, j'étais blessé. Je m'étais pris une tôle en ski de fond parce qu'avec mon club, on a eu aussi plusieurs fois l'occasion de partir faire du ski de fond dans le Jura. Donc ça, ça c'est pareil pour l'ouverture, même culturelle, c'était génial. Puis c'était une super opportunité. Donc j'étais allé faire du ski de fond, je m'étais blessé. Donc j'étais pas allé aux France, mais l'année d'après, j'y étais, ouais. Alors après, mes performances étaient modestes. Encore, quand je dis modeste, je suis même gentil avec moi-même parce que je sais plus, on doit faire une finale B en K4. Donc tu vois déjà en K4, faire une finale B, c'est que devant, en finale A, il y en a déjà 36 devant toi. Et puis même sur le fond, je sais même plus, mais je crois qu'on était les 20 premiers peut-être si c'était une bonne course. Quoi. C'était c'était pas médiocre. Je vais pas être méchant avec moi-même, mais c'était pas bon. Justement, là, tu parlais du ski, tout ça. Toi qui es prof de PS, moi, j'ai lu pas mal le bouquin de Sébastien Rattel, Préparation physique du jeune sportif, que je recommande à tous les parents, bien évidemment, qui veulent leur enfant ait des meilleures chances dans la vie plus tard pour le sport. Je trouve que justement, c'est quelque chose de super, cette multidisciplinarité qu'offre le kayak. Si on pourrait dire, on est dans un club de kayak et on fait que du kayak, et en fait, on voit que il y a une grosse ouverture avant de se spécialiser avec plein de sports. Est-ce que toi, donc, c'était comme ça avec ski de fond et peut-être d'autres activités? Ouais, ouais. Alors après, moi, il y a un truc sur lequel j'étais pas bon. Et puis, en fait, même aujourd'hui, hein, mes collègues, ils pourront le dire, parce que je fais du foot avec eux le jeudi. Moi, les sports avec un ballon ou une balle, c'était vraiment pas mon truc.
Ça faisait deux en fait, ces sports-là et moi. Mais par contre, tout ce qui était à côté, tous les sports, moi je vais dire les sports de base, hein, la course à pied, la natation, même le vélo, le VTT, c'est des sports qui m'attiraient parce qu'il y avait cette dimension physique où t'es tout seul avec toi-même et où en fait t'as pas de, tu peux t'en vouloir qu'à toi-même si t'es pas bon, et puis si t'as pas eu des bonnes sensations, bah c'est de ta faute. Et tous ces sports-là, en fait, c'est des sports qu'on faisait avec le club parce que on avait donc nos séances du mercredi, du samedi, et des fois le dimanche matin ou le samedi matin et même les jours fériés, on faisait une sortie vélo en VTT parce que notre club c'est une base de loisirs, il y a des VTT, on faisait du tir à l'arc, on allait faire de l'escalade, et ça c'était plutôt bien. Et même d'une manière générale, hein, si je regarde aujourd'hui, tu vois, pas plus tard qu'hier, il y a des gamins à la fin du cours, il restait 5 minutes, et il y en a un qui s'est mis à faire des pompes. Alors je sais pas pourquoi il s'est mis à faire des pompes, mais en tous les cas, il y a une gamine après qui a relevé le défi de faire mieux. Et en fait, c'est une kayakiste. Et je lui ai dit, toi, tu fais des pompes des fois au club à Champigny. Elle me dit, bah oui, oui, parce qu'on fait les tests passes, et donc du coup, il faut faire des pompes, il faut faire de la détente verticale, de la corde à sauter. Et ça, c'est des choses que, alors après, à ma connaissance, hein, on fait pas dans les autres clubs. Alors que là, la gamine, elle a 12 ans et elle claque presque 40 pompes et puis bien, elle les fait bien. Donc, Ah, c'est donc non, énorme. ouais, c'était C'est c'était énorme, non? vraiment, ouais, c'est vraiment cool. C'est vraiment cool parce que ça te dégourdit un petit peu entre guillemets. C'est quoi les tests PAF? Les tests pass, c'est pour rentrer dans les listes. Alors, si quelqu'un s'y connaît plus que moi, il me dira, il précisera, hein, mais c'est des tests qui sont nécessaires pour l'entrée sur les listes espoirs et pour rentrer dans des pôles, par exemple comme à Vers, il y en a un où tu peux rentrer dès la troisième. Ça, tu fais des tests physiques en fait avec de la course à pied, du bateau, des tests, comme je te disais, avec des pompes, etc. Et ça donne un classement. Tu as un petit entretien aussi, il me semble, avec un des entraîneurs nationaux. Et puis à partir de là, on te dit si oui, tu es apte à rentrer en liste espoir ou à être proposé sur un pôle ou non, tu es encore un petit peu juste quand tu travailles, quoi. Ok. Et toi, justement, tu as été aussi en Pôle Espoir? Non, moi à l'époque, mais en fait moi je viens d'une famille qui faisait pas vraiment du sport dans le sens qui visait pas le sport de haut niveau. Donc quand j'avais émis le souhait de demander à aller au pôle. Mes parents, ils étaient pas pour parce qu'ils voulaient, j'avais des bonnes notes à l'école, ils voulaient que je continue, ils voulaient que je travaille. Donc, pour eux, ça ressemblait un petit peu à une mise en danger de ma scolarité. Et donc, non, ils ont pas voulu que j'y aille. Et jusqu'à la terminale, je suis resté dans mon lycée, auprès de chez mes parents et je rentrais tous les soirs chez moi. Et je suis allé au pôle de Caen uniquement en tant qu'athlète extérieur en 2008, en septembre 2008, où je suis arrivé en senior 1 et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à être au pôle. Mais à ce moment-là, j'étais déjà plus au pôle officiellement puisque j'étais parti à l'entraînement. Ok. Et alors, justement, avec cette scolarité non aménagée, est-ce que tu as quand même bien progressé? Est-ce que tu as réussi à atteindre les équipes de France ou ça a été compliqué? Ouais, alors oui, parce que quand j'étais cadet, en fait, j'étais avec des gars qui s'entraînaient aussi, et on essayait de s'entraîner régulièrement. On faisait pas que le mercredi et le samedi, on essayait de venir le mardi, le jeudi, le vendredi, le dimanche matin, et on profitait des vacances. Donc, on s'entraînait un petit peu plus que quand on était minime, mais on n'était pas non plus sur une démarche de haut niveau. On y allait parce qu'on avait envie et puis parce que ça nous faisait délirer d'être avec les copains, quoi. Donc on faisait un peu plus de séances. Au fur et à mesure, bah forcément, plus tu t'entraînes à cet âge-là, plus tu progresses. Donc je devenais moins mauvais, on va dire, mais je peux toujours pas dire que j'étais bon. Tu vois, en KD2, je crois que mon premier résultat aux France de fond, c'était 14e, tu vois. Donc c'est pas fou, hein. Je dois gagner la finale B en KD. Donc t'arrives en junior, t'es pas encore sur un piédestal, hein. Donc non, non, en junior 1, ça s'améliore un petit peu. Je suis pas loin en gros, je suis pas loin d'aller au pige. En fait, j'aurais pu aller au pige, les sélections équipe de France, mais à cette époque-là, en fait, c'est dire si j'étais pas du tout dans le truc, c'est que je savais même pas qu'il y avait des tests pour entrer au pige. Donc en fait, je les avais pas fait, donc je suis pas allé tout simplement. Et quand j'ai appris ça, ça m'a ça m'a donné envie de m'y intéresser un peu plus. Et c'est pour ça qu'après, je me suis entraîné beaucoup plus en l'année de junior 2 en terminale. Le bac, grosso modo, j'allais l'avoir.
Donc tous les soirs, Sylvie Asselin qui était au club, elle venait me chercher. Elle venait me chercher moi et une de mes camarades de classe. Et on allait s'entraîner tous les soirs. Vraiment, là, pour le coup, je m'entraînais tous les jours. Et du coup, j'ai réussi à rentrer en équipe junior, en vitesse et en marathon. Ok, donc Avec des résultats. tu faisais les deux alors à l'époque. Ouais, en fait, à l'époque, c'était différent de maintenant. C'était deux équipes distinctes, hein, mais en tous les cas, c'était deux objectifs. Parce que de toute façon, quand tu es junior, tu as 17 ans, 18 ans, ce que tu veux faire, c'est des championnats d'Europe et des championnats du monde. Donc, a priori, tu vas là où tu peux aller, quoi. Et puis, si moi, dans mon club, on avait fait de la descente, j'aurais essayé de faire de la descente en plus, tu vois. Mais en tous les cas, ouais, c'était une vraie volonté, c'était de faire la vitesse et le marathon, ça, c'est sûr. Alors, en vitesse, tu faisais quoi? Tu faisais du 1000, du 500, du 200? En vitesse, moi, j'étais meilleur sur 1000. Hein. De toute façon, j'ai pas un physique de sprinter, mais les piges, c'était sur 1000 et sur 500. Je crois, il y avait deux courses sur 1000 et trois courses sur 500. Et moi, de toute façon, à ces piges-là, j'ai fait quatrième, mais j'étais troisième ex aequo. On a été départagé avec Valentin Legrand à l'époque. On a été départagé au temps et entre nous deux, il y avait deux dixièmes, un truc comme ça. Donc, je fais quatrième au pige, mais je fais sur 1000, je dois faire 3 et 4 et sur 500, je dois faire 4 et 3. Enfin, tu vois, c'était les deux me plaisaient, mais je préférais quand même le 1000. J'aimais bien cette histoire de stratégie et de et de retournement de situation quand il pouvait y en avoir, parce que c'est pas parce que tu étais forcément mal parti que t'allais mal terminer, quoi. Tu dis que t'as pas le gabarit d'un sprinter, c'est quoi ton gabarit? Moi, je fais 1m80 et allez 76 kilos. Et à l'époque, je devais faire 1m75 et 66 kilos. Donc, Ah ouais, 66 kilos, ouais, t'étais j'étais, léger. ah ouais, j'étais frêle. Alors, frêle, c'est le mot gentil pour dire gringalet. Mais non, je faisais partie du K4 junior et on fait finale B, tu vois. C'était, encore une fois, c'était pas des résultats qui étaient mirobolants. Donc, euh, donc c'était une bonne expérience, hein, mais c'était en demi-teinte. Quand tu passes ton bac et qu'après tu deviens partenaire d'entraînement, est-ce que là, tu as des objectifs plus concrets pour la course en ligne? Bah, en fait, ça me fait rire parce que j'ai écouté le podcast avec Franck Lemoyle et Franck Lemoyle, il a un parcours atypique et j'ai un parcours atypique un peu comme lui parce qu'on était des galériens à l'époque, on s'entraînait à Caen ensemble. Et, euh, et du coup, je suis arrivé à Caen, j'avais prévu de faire une prépa bio, donc biologie, chimie, physique, sciences de la Terre. Enfin, tu vois, une prépa, c'est un truc qui est totalement pas compatible avec le sport de haut niveau. Donc moi, je suis arrivé un petit peu comme ça avec mes grands sabots et j'ai dit, bah, il faudrait que je puisse des fois être mis à 10, enfin, être excusé et tout ça. Et on m'a dit, bah, en fait, le samedi matin, c'est l'école. Et si tu vas pas, on considère que tu es démissionnaire. Donc là, en fait, j'ai rétro-pédalé au bout d'une semaine. Je me suis dit, bah non, c'est pas du tout ce que je veux faire, quoi. Donc, je suis parti en médecine et même en médecine, moi, j'avais un petit peu un poil dans la main pour ce qui était du taf. Le bac, je l'ai eu la veille du bac. En fait, j'étais en Allemagne en Coupe du Monde de marathon. Je suis arrivé le lendemain, j'ai passé mon bac, donc je l'ai eu, tu vois. Mais moi, le travail, c'était vraiment pas mon truc. Enfin, mais j'y suis allé au talent, comme on dit souvent. Donc, j'ai passé tout ça. J'ai fait mon année de médecine, mais où je savais que j'allais pas l'avoir. Et puis, bah, en même temps, j'ai découvert la vie étudiante. C'était rigolo. Et en fait, l'entraînement, je l'ai un peu délaissé à ce moment-là. Je m'entraînais, mais pour le plaisir. Et du coup, 2009, c'était une année complètement à oublier, quoi. Euh, Après, du coup, ouais, après, les années d'après, il y a eu Sébastien Jouve qui est arrivé au pôle. Et puis là, bah, en fait, quand t'as le meilleur français de ces dernières années qui vient s'entraîner à Caen, bah, en fait, ça te motive parce que bah, tu as envie d'aller, ne serait-ce qu'être partenaire d'entraînement et en même temps que lui sur l'eau, c'est plutôt cool, tu vois. Donc je me suis remis à l'entraînement. Au début, j'avoue, hein, j'ai pris des rafales, des sacrées rafales par Seb. Et puis après, plus ça va, et plus tu t'accroches, et puis ça te motive, et puis après, bah, tu progresses forcément. mais avec Seb, de ce que j'ai compris, c'est que chaque séance, c'est à fond. Donc forcément, Ouais, 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 mais c'est ça qui était intéressant aussi, c'est parce que des fois, il y avait juste 8 kilomètres à la cool pour récupérer. Nous, on avait un pont mobile, c'était la limite, c'était le 2000 mètres.
Et à ce moment-là, il se retourne et puis il me dit ah, viens, vas-y, au lieu de faire 8 kilomètres, on n'a qu'à faire 8 fois 2000. Alors, du coup, dans ma tête, je fais un calcul rapide. Je me dis, bon, ça ne fera pas 8 kilomètres, ça, c'est sûr. Et puis, en fait, on fait 8 fois 2000 et c'est pas 8 fois 2000 à 12 de moyenne, c'est 8 fois 2000 à 13, 13 et demi. C'est de le bien, mais bien appuyé, quoi. Donc, ouais, Seb il avait l'art de transformer les séances pour qu'elles fassent le double. Et ça, c'est des bons souvenirs parce que vraiment, quand t'as quelqu'un comme ça, c'est un vrai moteur. C'est un vrai moteur. C'est énorme. Toi, t'es préparé pour une séance, entre guillemets, un peu facile. Et là, il te dit, bon, bah, 8 fois 2000. Et puis, c'est parti, quoi. Et puis, tu sais que, Ouais, tu vas mais tu vois, t'amuser, quoi. même 10 ans après, je me rends compte que c'était ça, en fait, ma définition il faut savoir sortir de son confort. En fait, on a une séance qui est prévue pour être tranquille. Elle se passe pas comme prévu. Bah, le soir, je rentrais, j'étais KO. Mais au final, tu as la satisfaction d'avoir fait un truc qui était un petit peu hors du commun, dans le commun, dans le sens où bah, le plan d'entraînement, c'était pas ça, quoi. Et est-ce qu'avec l'arrivée de Seb à Caen, est-ce que tu progresses vraiment bien, justement, en course en ligne? Alors, je progresse. J'ai l'impression, après coup, hein, j'ai l'impression que j'ai progressé, mais vraiment beaucoup à l'entraînement et que ce que je faisais sur les compètes, ça coinçait souvent. Donc, j'étais content de m'entraîner avec Seb. Je m'entraînais même bien. Enfin, il y avait Seb, il y avait même Franck Lemoy, on était plusieurs, hein. Il y avait même Guillaume Lefloc qui était en junior à l'époque. Donc, c'était vraiment des belles années. Mais le jour des compètes, je répondais pas présent. Alors ça devait être un autre souci. Mais du coup, ouais, 2009-2010, avec les tests muscu et mon gabarit de l'époque, bah, je passais pas le cut, hein. Je restais à la maison quand il y avait les piges. 2011, je commençais à y aller, mais j'avais aussi fait les piges marathon où j'avais été sélectionné. Donc j'avais fait les championnats d'Europe en 2011. Et 2012, pour finir un peu cette partie avec Seb, là, 2012, pareil, je teste les sélections équipe de France, mais je pète mon bateau, donc en fait, je reste à la maison. Donc en fait, tu vois, j'ai l'impression que j'étais un galérien à l'époque. Si j'avais de la chance, j'allais dans une équipe de France. Si j'en avais pas, et puis si j'étais mauvais, j'y allais pas, quoi. Donc c'était pas. Moi, mes années moins de 23, clairement, c'était pas facile parce qu'à côté, j'avais les études, mes vacances et mes week-ends, je les passais à taffer parce que je voulais pas avoir besoin. Enfin, je voulais pas que mes parents me financent toutes mes études et que je leur dise, bah écoutez, là, il me faut des sous parce que en fait, je pars en vacances, enfin pas en vacances, je pars en stage, je pars en compète, tout ça, et ça a un coût mine de rien. Donc j'ai essayé de taffer à côté, et clairement quand tu fais les 3-8 de mai à septembre, tu peux pas espérer être performant ou prétendre à du haut niveau, quoi. Je m'entraînais comme un sportif de haut niveau, mais je l'étais pas. Qu'est-ce que tu faisais comme étude, finalement? J'étais en STAPS. Ah oui, parce que j'ai Ben oui, arrêté j'en étais à mon année de médecine médecine. médecine, j'en étais. Alors après mon année d'échec médecine, je suis parti en STAPS parce que c'était bah après moi le sport, hein, c'était cool, j'aimais ça, donc je me suis dit tiens, pourquoi pas. Donc je suis allé en première année de STAPS. C'était enfin de mon côté, je trouvais ça hyper facile, donc j'ai eu mes années en étant je sais plus dans les 5 premiers de la promo. Donc ça motive quoi, ça reste une compète, ces trucs-là. Donc j'étais content, donc je continue. Puis après, j'ai découvert le monde de l'enseignement, on faisait pas mal de stages. Et là, je me suis dit, bah, j'ai le temps de m'entraîner avec mes études, même si à côté je taffe. J'ai le temps j'aime ce que je fais, ce que je découvre, c'est plutôt cool. Donc, bah, autant continuer comme ça, quoi. Donc, jusqu'à 2013, 2014, j'ai été étudiant à Caen. Est-ce que c'est à cette période que tu t'es plus mis au marathon, vu que tu étais sélectionné en équipe de France marathon et que tu passais pas souvent à cause des tests Bah, muscu en sprint? non, je pense que j'étais têtu. J'étais têtu plusieurs fois, même en 2012. J'ai eu j'ai eu un repas, j'ai mangé un midi avec Hervé qui était l'entraîneur du pôle à l'époque, et il m'avait dit mais qu'est-ce que tu préfères, enfin c'est quoi la différence entre le 1000 et le marathon? Et moi je lui ai dit bah en gros sur un marathon je peux en faire 10, il y en a 9 où je vais me faire plaisir, ça va être vraiment bien. Il y en a un où je vais passer à côté, mais globalement c'est quand même plutôt positif. Tandis que sur un 1000, je peux en faire 10, il y en a peut-être un ou deux sur lesquels je vais me faire plaisir, c'est-à-dire que les autres je vais tous les rater.
Mais par contre, si j'arrive à me faire plaisir sur un, la satisfaction que j'en retire, elle est 10 fois supérieure à celle que je peux retirer sur un marathon. Donc en fait, je voulais rester en vitesse, et puis aussi parce que j'étais moins de 23 ans. Je savais qu'il y avait Guillaume Burger qui avait un an de plus que moi, il y avait Alexandre Cressol, c'était des gars, pour moi, ils étaient inatteignables. Et quand je suis arrivé en dernière année au moins de 23, je me suis dit, bah, là, maintenant, c'est ta dernière année, faut y aller. Enfin, on va rester en vitesse encore une année de plus, on va voir ce que ça donne. Donc, j'ai réussi à me sélectionner en U23. On avait fait du caca, c'était avec Pierrick Bayle, Rémi Klein et Aurélien Le Gall. Et en fait, c'était une année, c'était génial. C'était franchement cool. Même moi, en quin, je sais plus, je dois faire 6 ou 7 aux France en senior. Enfin, tu vois, c'était des bons résultats pour moi. J'étais vraiment satisfait. Donc ça m'a vraiment motivé à rester en vitesse. Et puis cette année-là, surtout, j'ai pas fait le marathon parce que j'avais pas pu faire les piges. Et du coup, bah, tu vois, de fil en aiguille, au final, j'étais resté dans mon objectif de vitesse, quoi. Est-ce qu'après, quand tu as 24 ans et que tu plus U23, est-ce que tu continues le sprint? Ouais, bah oui, parce que on va pas se mentir, quand t'es kayakiste, tu fais la course en ligne, ce que tu veux, c'est les Jeux Olympiques. Et il y en a plusieurs qui ont dû te le dire avant. Le marathon, c'est l'équipe B. C'est l'équipe que tu vas aller chercher si ça s'est pas passé comme prévu. Donc je suis allé en 2014. J'étais encore à Caen parce que il fallait que je passe mes euros de CAPEPS. J'avais eu les écrits, donc j'étais à Tirtan dans un bahut. Et à côté, je préparais mon mémoire et mon M2. Et donc, je m'entraînais vraiment bien. Enfin, c'était vraiment cool. En plus, avec l'équipe moins de 23, j'avais eu l'occasion d'aller sur des stages, pouvoir m'entraîner avec les gars de l'équipe, et puis même aussi avec les seniors. On avait fait un regroupement équipage. Donc, pour moi, c'était quelque chose d'assez nouveau. Tu vois, j'avais 24 ans, mais je découvre encore le haut niveau. Et, du coup, je fais cinquième au championnat de France de fond, donc en fait, ça me motive encore plus. Et après, bah, je foire mes piges, clairement. Je passe à côté de mes sélections équipe de France, une fois de plus, on va dire. Donc bah là, ça me met un petit coup d'arrêt, c'était pas évident. En plus, à côté, il faut que je prépare mes oraux, donc je commence à y aller. Et puis, hasard du calendrier, mes oraux, je reçois mes dates, ça arrive le week-end des sélections marathon. Donc, je me fais sortir de la vitesse. Enfin, j'arrive pas à rentrer en équipe vitesse, plutôt même. Je dois préparer mon concours et je dois dire non au marathon. Donc, 2014, c'était clairement une année difficile. J'ai pas après les piges et quand j'ai vu que le marathon c'était pas possible. Là, j'ai levé le pied. Je suis arrivé aux France de vitesse. J'étais pas entraîné et puis j'avais pas envie. En plus, je venais d'avoir mon concours, donc tu vois, j'ai un petit peu fêté ça. Donc 2014, c'était pas une année facile, mais je gardais toujours un pied avec l'entraînement. J'étais toujours en contact avec l'entraînement, et puis j'y allais toujours avec la banane parce que bah, il y avait encore Seb, il y avait encore plein de monde, et c'était toujours un groupe qui était intéressant. Là, tu fais les deux disciplines entre guillemets. Bah, pour moi, le marathon, c'est pas l'équipe B, mais enfin, pour moi, c'est un entraînement qui est complètement différent justement. Et t'arrivais à concilier un peu les deux pendant un moment. Euh, Bah, en fait, je dis que c'est l'équipe B parce qu'en fait, tout le monde s'en foutait du marathon. Et puis ça se comprend, tu vois, c'est pas olympique, il y a pas de moyens. Tu vas faire des compètes, c'est cool, hein, tu vas faire les Europes, des mondiaux. Mais nous, en fait, on arrivait avec notre bagage de sprinter. On savait pas du tout, du tout, du tout qu'il fallait s'entraîner différemment. Nous, on est arrivé sur des Europes ou des mondiaux de marathon. On avait fait du 1000 l'hiver, on avait fait des bornes, on se disait, bah, ça va le faire. Et puis moi, j'avais toujours ma grosse pagaie, j'avais ma brache à deux. Enfin, tu vois, il n'y avait aucune adaptation qui avait été faite. Et en fait, en France, c'était comme ça. C'était une équipe de France où tu y allais pour y aller. On a eu des bons résultats, hein. Il y en a qui ont fait des résultats, mais c'était des espèces de, de flash dans la nuit, quoi. C'est vraiment un truc. Le marathon, c'est du marathon, mais on y va avec juste l'objectif de pas avoir une année blanche à l'international. Donc, donc non, non, jusqu'à 2014, moi, le marathon, j'y apportais pas une importance énorme, même si mes meilleurs résultats aux France, je les faisais sur le marathon. C'était pas mon truc. Enfin,
j'aimais le marathon, j'y prenais du plaisir, mais quand je faisais un bon 1000, c'était toujours encore mieux, quoi. Donc non, jusqu'à 2015 et jusqu'à ce que j'arrive à Paris, non, le marathon, c'était pas mon truc vraiment. Pourquoi quand tu arrives à Paris, tu te mets plus au marathon alors? Bah, j'arrive à Paris, je suis toujours dans une dynamique vitesse. Je suis toujours dans une dynamique vitesse, mais encore une fois, au pige, bah, je fais pas des mauvaises courses, mais je fais pas des courses qui m'ouvrent l'accès aux équipes de France de sprint. Et là, je me dis, bon, bah, en fait, vas-y, peut-être on pourrait se dire, le marathon, déjà, j'avais des prédispositions plus sur du marathon que sur du 200 mètres. Donc, je me suis dit, bah, viens, on essaye de voir ce que ça donne sur le marathon cette année-là. Alors, je m'étais pas spécialisé, pas en 2015, mais du coup, on va aux Europes avec Steph Boulanger. On va aux Europes, on fait 4, donc en fait, on s'y attendait pas. Après, on va aux mondiaux, on fait 5. On est loin des premiers, mais quand même, je me dis, ouais, top 5, quoi, c'est pas mal. Ça pourrait valoir le coup de creuser un peu plus. Et puis, à partir de 2016, avec Quentin, Steph, Edwin, là, on se crée un groupe. On se crée un groupe et on se dit, bah, nous, voilà, de toute façon, on va se spécialiser, on va voir ce que ça donne. Donc à partir de septembre 2016, je crois, ou 2015, pardon, bah, on reste là-dessus, on reste sur du marathon et du coup, on décide de chercher quel entraînement nous convient le mieux, quel entraînement pourrait convenir au marathon, et puis là, c'était lancé en fait. Qu'est-ce que tu as changé en termes de matériel, à part le bateau qui fait 8 kilos, 12 en termes d'entraînement? Qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce que tu as pris comme paillet, par exemple? Bah alors en pagaie, en fait, il y a même moi jusqu'à 2016, je crois 2016, ouais, je crois que j'avais toujours fait les piges de vitesse parce que en fait, même si je me te dis je me spécialise, bah, en fait, tu as toujours les anneaux olympiques qui te font rêver, tu vois, surtout qu'en plus quand tu as 25 ans, tu te dis que tu es encore jeune. Donc je gardais ma pagaie, j'avais toujours ma brèche à deux, c'était S1000, je crois. Ouais, en 790 cm². Donc j'avais ça, j'ai eu ça 2015-2016. Et puis après, je me suis rendu compte, c'était à des France de marathon, que en fait ça allait pas du tout. C'était les pires France de ma vie. Je m'étais vraiment enroulé autour de ma pagaie à la fin. J'arrivais plus à la tirer. Et quand j'ai pris ma 4, je me suis rendu compte qu'en fait j'avais perdu 2 ans où j'aurais dû changer carrément. Parce que là maintenant, je suis en braque à 4 en 765 et je suis encore en train de me demander si je dois pas utiliser une plus petite pagaie. Donc ça, c'était la plus grosse, le plus gros changement. Et puis après, sur le niveau entraînement, ce qui était cool, c'est qu'on est sorti de notre routine. Il y avait plus les EB1 où on est tous à 5-6 de front et puis c'est à celui qui met sa pointe devant. Là, on faisait des EB1 en relais, des EB1 longues. On faisait des séances de B2 où on était en relais. Enfin, en fait, je trouvais ça ludique. Et à 26 ans, je suis redevenu un gamin, quoi. Donc, c'était plutôt sympa, franchement. Et puis le groupe, honnêtement, notre groupe là, ça tournait vraiment bien. On s'amusait bien. En fait, on n'allait pas s'entraîner, on allait s'amuser au final. Donc, tout à fait que le marathon a pris la place que je lui donne maintenant. Et puis en fait, avec Nicolas Parguel, qui en plus était plutôt bien branché avant de quitter le pôle, il était vraiment branché marathon. Il était pas mal investi là-dessus. Il essayait de trouver des nouvelles séances. Alors, des fois, c'était bien. Tu vois, le 3x4000, par exemple, une fois, on l'a essayé. On a trouvé que c'était bien. C'était dur, mais c'était cool. Et puis, il y en a d'autres, je sais plus c'était quoi, hein, mais il y en a d'autres, c'était des échecs. Et donc, on les a prévus une fois et on les a jamais refaites. Quelle a été la pire séance? Là, je saurais pas te dire, mais en fait, il y a des moments où on faisait des 1500, je crois, c'était des 1500 avec des changements de rythme, mais en fait, c'était des rythmes qu'on avait, qu'on avait décidé de façon totalement arbitraire, et soit c'était injouable parce que les vitesses elles étaient trop élevées, soit c'était nul. En fait, soit on n'avait pas l'impression de forcer, quoi. Donc, le changement de rythme, on en fait encore, mais ce qui est sûr, c'est que on a vachement affiné ça. Est-ce que comme le marathon, c'est très aérobie, vous faites pas mal d'entraînements croisés, ou ça se passe quand même pas mal sur l'eau? Quand je dis entraînement croisé, est-ce que par exemple tu vas faire, tout à l'heure tu parlais de vélo, est-ce que tu fais beaucoup de vélo à côté, ou un cycle de vélo, ou un cycle de course à pied, ou un cycle de ski de fond, je sais pas. Vous faites des trucs comme ça? Ouais, en fait, il y a des hivers où il y a 2 ans, par exemple, on a fait pas mal de vélo de route. Et là, je pense que cet hiver, je vais en refaire aussi.
Et il y en a où on en fait moins. Là, tu vois, cette année, j'en avais fait un petit peu moins, mais je fais quand même pas mal de séances aérobie. J'aime bien. Le ski, cette année, j'en ai pas fait parce que j'étais allé en Argentine faire la régate du Rio Negro. Donc, niveau aérobie, j'avais ce qu'il fallait, mais c'était en kayak. Mais sinon, ouais, non, on a toujours un pied, on a toujours un pied dans l'aérobie différente du kayak, on va dire. On fait de la course à pied, on fait du vélo, du ski de fond. Moi, j'aime bien faire du VTT aussi quand je rentre en Normandie. Donc, non, non, c'est des séances qui sont plus longues où on n'est pas obligé d'être 2h30 ou 3 heures dans le bateau et au final, ça fait le taf, quoi. Et est-ce que c'est des activités sur lesquelles tu cherches aussi à progresser? Ou c'est plus, on est sur de l'aérobie, on maintient, je sais pas, un certain pourcentage de la fréquence cardiaque? Euh, En fait, ça dépend qui t'as dans le groupe quand tu fais une sortie en vélo. Par exemple, si t'as Adrien Barre qui va jouer les pancartes, bah tu vas pas passer la même séance que si t'as un Guillaume Le Floch ou un Philippe Collin qui vient pour une séance régulière, quoi. Ça dépend qui t'as. Après, moi, je balance sur Adri, mais en fait, je suis comme lui, donc au final, j'aurais pu me taire. Mais j'ai vu qu'il fait pas mal de vélo en ce moment. Je vois ses stories sur Instagram. Je vois qu'il pédale, il pédale, il pédale. Hein. Je vois que Ouais, là. ouais, ouais. Et c'est pour ça, il va falloir que je m'y remette si je veux pas être à la traîne. Tout à l'heure, tu parlais qu'en muscu, tu avais eu du mal, notamment pour les piges. Est-ce que ça s'est amélioré au fil du temps? En termes de force, par Ouais. exemple? En termes de force, j'ai jamais été très puissant. Mes max, ils sont ridicules. Mon max absolu, ça devait être 150 TP et 125 en DC. Donc c'est vraiment des trucs. Puis encore, je te dis ça, je faisais encore de la vitesse. Maintenant, c'est peut-être 100 en TP quand je suis énervé et encore. Et en DC, je dois être à 115, tu vois. Donc là-dessus, j'étais toujours mauvais et je resterai toujours mauvais pour l'instant. Mais après, la puissance, ça s'améliore. La puissance, ça s'améliore vraiment. Et en termes de FE, je pense que je me défends plutôt bien par rapport à mon gabarit. Enfin, c'est là-dessus où je m'exprime le mieux. Ouais. Est-ce que ça aussi, les entraînements en muscu ont changé avec ta décision de faire du marathon? Ouais, ouais, ouais. Nous, bah, en fait, mes max, ils sont plus bons parce que tout simplement, on fait plus de force max. On a décidé de, on a décidé d'arrêter ça parce que on est sur des volumes aérobies qui sont, je pense, trop élevés pour qu'à côté on puisse faire ça pendant 2, 3 mois. Et du coup, on est resté sur de la l'AFP. Par contre, ça, l'AFP, on en fait toujours avec toujours un cycle de soit de bulgare ou de stato quand on arrive pas loin des compètes. Et puis surtout les FE, en fait, c'est ça qui a le plus changé. On avait toujours des FE quand on était sprinter, entre guillemets. Et maintenant, on est arrivé à se dire, tiens, qu'est-ce qu'on pourrait faire cette fois-ci? Et en fait, en 2019, je crois, c'était ça. C'est Fiou qui nous avait aidé à faire notre plan d'entraînement. Et un jour, on arrive dans la salle des coachs et puis on lui dit, ouais, Philou, qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui? On pourrait faire une FE et puis une FE qui fait mal, quoi. Et là, il dit, bah, faites 300 reps. Et puis, alors, je sais pas si c'était pour dire une connerie ou quoi, mais enfin, toujours dit qu'on a fait 300 reps ce jour-là. Et puis, la semaine d'après, on est Pas retourné, d'un on a coup, hein, en plusieurs dit, séries. ouais, non, non, tout d'un coup, non, non, c'était, tu te mets sur le banc de TP et puis il faut que tu fasses 300 reps. Et tu te Oh mets sur le banc de putain. DC et puis il faut que tu fasses 300 reps. Et puis, la semaine d'après, on dit, bon, bah, 300 reps, c'est fait, t'as pas une autre idée? Bah, faites 2 fois 200. Et du coup, en fait, c'est comme ça qu'on se retrouve à faire des FE qui sont un peu idiotes, mais là-dessus, moi, j'y trouve un réel intérêt, notamment quand on fait des 100 reps ou des 50 reps ou des 60 reps avec une obligation de rythme. On a un métronome à côté de nous qui est soit à 40, soit à 50. Et en fait, ça correspond à une cadence 80 ou Ok, 100. ouais, je vois, je vois. Et du coup là-dessus, moi, j'ai vraiment trouvé un intérêt. Tu vois. Franchement, ça t'apprend à gérer déjà la douleur parce que quand même, à un moment donné, ça pique les pecs. Et puis ça fait progresser. Enfin, en tous les cas, moi, c'est l'impression que ça m'a donné quand j'ai commencé à faire ces trucs-là, c'est que ça nous faisait progresser. Donc, tu vois, c'est des muscles, elles sont bêtes et méchantes, mais c'est plutôt cool. Ouais, ouais, mais je pense bien que la simplicité, mais c'est une bonne idée ce métronome. J'y avais pas pensé. C'est une bonne idée. Et Ah, quand on le met justement, en place, ça fait mal, ouais. je voulais parler aussi un peu de technique parce que quand je vois, tu sais, vous mettez souvent des vidéos avec Quentin sur les réseaux, je vois des belles vidéos à chaque fois, donc je suis content. Et je vois que vous avez les bras beaucoup plus bas que des sprinters, mais que vous vous moulinez à fond.
ça aussi, c'est un truc sur lequel tu as pas mal travaillé, parce qu'en sprint, j'imagine que tu moulinais moins, tu as peut-être les bras un peu plus hauts, là, j'ai Ouais, l'impression que ça mouline, ça mouline, ça mouline, vous êtes plus bas, mais car ça, moi j'ai l'impression que ça envoie fort, quoi. Est-ce que vous avez augmenté, ouais, d'ailleurs, tu vois, on parlait de B2, B1, tout ça, et donc souvent, bah, en sprint, de ce que je sais, hein, donc à corriger peut-être, bah, en EB1, tu vas être à 60, 65 de cadence, quand tu vas être en EB2, tu es à 80, là, peut-être que pour vous, EB1, c'est 80. ouais, bah tout à fait. En fait, il y a des fois, l'hiver, on a vraiment, et puis quand on demande à Fio de nous suivre, on sait qu'il aime bien la vitesse. Donc, l'hiver, on travaille toujours cette technique un petit peu de sprinter parce que c'est important, notamment quand on veut quand on veut travailler notre point fort, comme on disait tout à l'heure. C'est important d'avoir des repères et des bases de sprinter, en fait, que ça reste là. Moi, ce que j'avais dit une fois, c'est que avant, on pêchait en marathon parce qu'on était des sprinters et maintenant on y performe parce qu'on est d'anciens sprinters. Et ça, c'est vrai dans la mesure où on essaie toujours de garder ce petit bagage technique. Alors, des fois, je trouve qu'on en fait trop, c'est chiant, moi, ça me saoule, me mettre à 60, je vois pas j'y éprouve moins de plaisir qu'avant, mais des fois, ça nous fait du bien. Et ce qu'on s'est rendu compte aussi, et beaucoup avec Quentin en K2, c'est qu'on essaie de moins se prendre la tête sur la cadence. On est plus sur du ressenti. Et ça, c'est ce qui nous guide quand même globalement. Tu vois, par exemple, des fois, on voit sur le plan d'entraînement, c'est marqué cadence 84, EB2, tu vois, c'est un truc de sprinter. Et au final, ce qui se passe quand Nico nous suit, c'est qu'on est à 92, 14, 96. En fait, on ressent pas on n'a pas l'impression de se précipiter plus que ça, tu vois, mais juste faire tourner les bras un peu plus. Et puis aussi, nos pagaies sont plus petites quand même. Donc, il faut qu'on entretienne tout ça. Et donc, maintenant, on arrive sur des EB1 où on va être plutôt autour de 75 et des 75, même 80, des fois en K2. Et puis des EB2 où là, on est autour de 90, 95. Et puis même, il y a même des fois, où on fait des trucs en K2, on est à 100. Et en fait, on le sait qu'on est plus haut, mais on l'accepte et on travaille comme ça, ouais. Et est-ce que est-ce que vous suivez votre fréquence cardiaque par exemple? Parce que là Ouais, tu moulines et tout. Est-ce que il y a il y a un monitoring peut-être des zones cardiaques ou pas à pas dépasser peut-être en EB1 ou ça pareil c'est au ressenti? bah moi mon cœur il monte quand même assez haut. J'ai 32 ans, mais mon cœur il monte régulièrement au-dessus de 195, enfin régulièrement. Il y monte pas mal de fois dans l'année quand même. Donc ouais, je regarde en EB1, j'essaye de quand je suis autour de 150, j'aime bien parce que je vois que enfin, j'ai l'impression que je travaille, je suis dans ma zone. Mais ouais, moi j'ai mon cardio à aller sur 95% des séances. J'ai mon cardio et j'utilise vraiment ça. Je vois bien hein, quand je me sens cramé ou quand je suis pas dedans, mon cœur sur une B2 il va pas monter et tu vois même si ma vitesse elle est pas mauvaise, moi je ressors de l'eau et je suis pas content parce que j'ai l'impression d'avoir mal travaillé et d'être passé à côté de ma séance. Et qu'est-ce qui se passe si par exemple tu fais une EB1 et que ton cœur monte plus que prévu? Est-ce que tu ralentis? Non, je ralentis pas. Je ralentis pas parce que, alors c'est peut-être pas bien, hein, je sais pas, mais en tous les cas, je ralentis pas parce que c'est ce qui me convient à l'instant T. Et si je suis à autant de pulse, bon, c'est qu'a priori, mon corps, il en avait décidé ainsi. Et après, c'est pareil, dès que je me retrouve en groupe, quand je vais m'entraîner, des fois, quand on va s'entraîner avec les sprinters ou quand on va à l'étranger pour s'entraîner avec, bah, Ranallo, par exemple, cette année, mon cœur, il prend 10 pulses alors que je fais rien de plus, tu vois. Et il y a toujours ce petit côté adrénaline, ce petit côté compète qui fait que mon cœur, il monte plus facilement. Je vois tout à fait ce que tu veux dire. Euh, je voulais parler aussi, pareil, on parlait de fréquence cardiaque. Est-ce que tu fais du HRV par exemple, donc de la VFC, suivi de la variabilité de la fréquence cardiaque pour voir si tu es en forme ou pas? Ouais. Bah, alors oui et non, bah, on en faisait en 2020 et l'année dernière aussi. Ouais, moi j'aimais bien parce que ça me donnait une indication supplémentaire et ça, des fois c'était en désaccord avec ma tête et entre ma tête et mon cœur, je préférais écouter mon cœur. Donc c'était plutôt bien parce que ça. Alors des fois ça me confortait, hein, je me sentais fatigué et j'étais fatigué, mais il y a des fois où je voyais le truc, c'était vert, je me disais bon bah en fait vas-y, tout roule, on peut y aller quoi.
Après, j'avoue, il y a des fois où je me sentais vraiment fatigué, c'était vert, et là, j'en avais marre. Je me disais, bah, vas-y, quand est-ce qu'il tourne au orange ou au rouge? Ça arrivait pas souvent, mais ouais, j'aimais bien. Puis, j'aime bien ces trucs. Alors, pour certains, c'est gadget. C'est peut-être un petit peu gadget, mais moi, je trouve ça bien, en fait, d'avoir tout un tas de données qu'on peut prendre en compte pour s'entraîner. Enfin, ça, c'est quelque chose qui me plaît, ouais. Mais en parlant de données, est-ce que tu as déjà utilisé genre le Motionize ou le nouveau là, je sais plus comment ça s'appelle que Patrick vend sur Ah, le paddle, ouais, Paddle le Force, je sais paddle plus mate, un quoi. truc comme ça. Ouais, ouais. Est-ce que tu as déjà essayé des trucs comme ça? Et ben ça, non, j'ai jamais essayé. J'ai jamais essayé ça. Après, au niveau cadence, j'arrive quand même à savoir quand je suis en K1, j'arrive quand même plutôt à savoir à combien je suis. Et, euh, et on fait ça beaucoup en K2 et en K1. Dès qu'on fait des 1 minute, des 2 minutes, on compte régulièrement nos coups de pagaie pendant 30 secondes ou 1 minute. Et du coup, on a nos cadences à nous. Et j'aime bien parce que je sais quand je suis plus ou moins dedans. Et alors après, c'est vrai que c'est peut-être un peu idiot, hein. Je pourrais laisser ça à une machine, mais non, on n'a pas encore essayé. J'aimerais essayer. Franchement, j'aimerais vraiment bien essayer. Après, est-ce que c'est une donnée un peu, un peu inutile ou pas? Je sais pas. Est-ce que c'est vraiment utile pour moi? Je sais pas, mais c'est quelque chose que j'aimerais bien essayer. Ouais. Si j'avais l'occasion, j'essaierais, clairement. C'est un appel du pied, j'espère qu'on nous entendra. Tout à fait. Tu parlais tout à l'heure de grosses semaines de travail aérobie, ça représente combien de kilomètres? Je sais plus combien on fait. Alors après, quand on est au Gros du Roi l'hiver, quand on vient s'entraîner au Gros du Roi, il y a des fois où on est autour de 200, il me semble. Mais les grosses semaines, ouais, on est entre 150 et 180 kilomètres à peu près. Parce qu'on fait deux fois, au moins une fois 30, des fois deux. On fait deux fois 20 déjà. Tu vois, donc là, t'es déjà arrivé à 100 Déjà kilomètres. 100. Plus les EB2. Quand on fait les EB2, c'est 3 fois 4000. Donc tu vois, t'as l'échauffement, t'as 3 fois 4000, donc ça fait déjà 12 bornes. Donc tu vois, ça monte assez vite. Après, quand on est ici, enfin quand on est sur Paris, ouais, je pense une bonne semaine d'entraînement, quand on est arrivé à 150, c'est pas mal, ouais. C'est pas mal. Et après, c'est pareil, tu vois, quand on a été en 2019, après les Europes, quand on avait gagné, là, on a demandé à Adrian Boros, le Hongrois, si on pouvait s'entraîner avec eux. Donc, on allait faire une semaine chez eux en Hongrie. Et en fait, on s'est fait éclater, quoi. On est arrivé, on a dû faire une semaine, elle représentait, je sais plus, 14 heures, je crois. Mais tous les jours, quasiment, on était à fond, quoi. Et on est arrivé je sais plus, c'était le dimanche, je crois, on est arrivé avec le camion qui allait à Szeged au Mondiaux. On est arrivé, le lundi, on s'est entraîné, on a fait comme si on était en forme, tu vois. Et le mardi matin, séance rebelote. Et là, en fait, on s'est fait découper. Et il y a même la junior de l'époque qui avait gagné les Europes. J'avais pas réussi à tenir sa vague. Donc là, je me suis dit, bon, ok, c'est une autre façon de s'entraîner. Et du coup, c'était vraiment sympa, tu vois. À partir de là, on s'est dit, ouais, c'est pas parce qu'on a fait que 14 heures qu'on n'est pas complètement cramé, quoi. Il Ouais, faisait peut-être moins, mais par contre, l'intensité, elle avait rien à voir. donc chaque séance, c'était la course, quoi, pratiquement, quoi. Ah bah eux, c'est ça. Ils disent 3, 2, 1, hop, et puis on fait un virage là-bas et après on revient, quoi. Et puis si tu veux prendre le relais 2 minutes, tu prends le relais 2 minutes. Si tu veux le prendre 3 kilomètres, tu prends 3 kilomètres. C'est à toi de voir, en fait. Et puis si tu as envie de le récupérer à un moment donné parce que tu as envie de passer devant, tu passes devant. C'est Ok. euh, c'est une façon différente de faire, mais elle est hyper intéressante parce que nous, on est un peu trop rangé, on est un peu trop français, tu vois. On veut toujours bien faire. Et souvent, on se fait des relais de 3 minutes, des relais de 2 minutes, des relais de 4 minutes. Et puis, et puis ça se passe que comme ça, quoi. Donc des fois, c'est vrai que ça peut être, on peut se dire, on n'est pas on est moins dans l'exercice du marathon parce que c'est un truc, on fait jamais un marathon en compète à 12 km heure, tu vois. Ouais, ouais, Même, bah même là, à là, 13, on a c'est vu, pas possible. on a vu au monde, là, justement, sur le K1, il y avait des vitesses un peu instantanées à l'écran et on voyait, bah, des fois, ils étaient à 11,8, tu vois, ils temporisaient, ils se regardaient, ils disaient, putain, Ouais, ben, c'est après, arrivé, d'un ouais. coup, ils tapent une pointe, tu dis, oh putain, c'était hyper stratégique, j'ai trouvé, là, cette année. Ouais, ouais, c'est bah, clairement ça, hein. C'est clairement ça. Alors du coup, nous, on s'est dit avec les gars, on s'autorise pendant un 30 bornes, on a chacun 2 fois 10 secondes, tu vois, pour toujours être attentif. Parce qu'il y a des fois, en fait, pendant 10 minutes, tu as décroché et tu reviens 10 minutes après. Et en fait, au final, tu as fait le B1. Dans la vague, tu étais à 125 de pulse. Et puis, au final, t'es pas trop attentif, quoi. C'est pas du remplissage de carrière d'entraînement, mais c'est pas non plus une séance. Enfin, tu vois, tu as fait tes bornes, mais au final,
son corps, est-ce qu'il a vraiment pris ça pour un entraînement? Je suis pas sûr. Donc quand on se disait on a le droit à chacun à 2 fois 10 secondes, là de toute façon ça va être prêt parce que quand il y en a un qui allait en mettre une, si t'es pas dedans, bon après il faut que tu rattrapes quoi. Donc Ah, c'était le cœur le savait, la tête le savait et du coup moi naturellement mon cœur il était plus haut. je vois. Ça me fait penser C'est la compète ça. au podcast que j'avais fait avec Julien Carbier, qui avait été justement en Afrique du Sud, et il disait pareil, là-bas, chaque séance, c'était carton, 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 quoi. Ouais, ouais, bah c'est pour ça que l'Afrique du Sud c'est peut-être le prochain lieu d'entraînement où on aimerait bien aller. Ouais, parce que là, en marathon, ils ont cartonné, et puis là, sur ski, là, il y a eu le championnat du monde, pareil, ils ont cartonné, les types. Ouais, ouais, bah de toute façon c'était prévu déjà en surf ski c'était plus ou moins prévu. En marathon, bon après les World Games où Andy Verket il gagne, j'avais pas trop de doutes sur ses capacités à être performant. Et là ouais, les Sud-Africains ils ont été costauds. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres choses auxquelles tu fais attention autour de l'entraînement? Là, tu dis que tu fais tu fais 76 kilos, donc j'imagine que tu es super sec. Est-ce que tu fais attention Ouais. à ton Enfin, alimentation? non, c'est peut-être quelque chose auquel je devrais faire attention, mais en fait, si j'arrête le sport, je pense que je vais perdre du poids, je vais pas en prendre. En tous les cas, c'est ce que je me dis. J'ai un morphotype un peu, je suis un peu ectomorphe, tu vois. Je pense que je pourrais avoir que la peau sur les os si je faisais pas de sport. Donc du coup, il y a un moment donné où je voulais vraiment prendre du poids. Quand j'étais plutôt senior 2, 3, 4, je me disais que c'était super important. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai oublié, que j'ai laissé tomber parce que en fait, ça marche pas. Mais sinon, non, en fait, je considère que si je mange tout, si je mange équilibré, a priori, mon corps devrait s'y retrouver. Je fais pas forcément des cures ou quoi que ce soit. Juste, j'essaye. Juste, j'évite forcément quand c'est un mois et demi avant les Europes ou les mondiaux. Je prends pas d'alcool, je mange pas de la junk food. J'essaie de faire un peu plus attention. Mais en tous les cas, je j'ai pas l'impression d'être limité par rapport à la nutrition. C'est peut-être un tort, hein, mais en tous les cas, je me prends pas plus la tête que ça. Alors, il y a bien des fois où je demande des conseils à Edwin Lucas, mais c'est des conseils au détour d'une conversation, quoi. Donc, c'est pas, je garde pas ça forcément en tête longtemps. Comment il s'est fait ton K2 avec Quentin? Euh, il s'est fait géographiquement, on va dire. J'étais en 2017, les mondiaux en Afrique du Sud, j'étais avec Steph, on fait 5. Et Quentin, il faisait le K1. Et puis au final, on arrive en 2018. On était tous les deux à s'entraîner à Vers. Et puis on s'est dit, en fait, on n'est que tous les deux à s'entraîner ici. Peut-être qu'on devrait essayer de monter un K2, quoi. Donc on s'est dit, tiens, on va se faire un K2. C'est un échec total. On finit pas les Europes parce que on perd notre gouvernail. Ouais, 2018, c'était vraiment nul cette année-là. Donc je sortais de blessure, on fait le K2, on perd le gouvernail. Après, on est censé se préparer, et puis on était assez motivé pour les mondiaux. Moi, je me prends une bagnole, donc je me fais une luxation de la clavicule. Donc en gros, Quentin, il part tout seul aux mondiaux. Il fait 4, hein, il a bien réussi, mais voilà, on va dire que c'était pas le lancement de K2 le plus prolifique de l'histoire du kayak. Mais vu qu'on était encore à s'entraîner ensemble, 2019, on s'est dit, on retente le coup, quoi. On retente le coup. Moi, je faisais ma rééducation, je m'entraînais, je commençais à vraiment me rentraîner comme il faut. Et puis, après le K2, ça s'est plutôt bien passé. En tous les cas, en 2019, c'était vraiment une année incroyable. Récemment, il y a la short race qui est apparue. Est-ce que Ouais. c'est une épreuve moi, je trouve ça super à regarder, hein. Franchement, moi, ça me plaît à fond, quoi. Qu'à regarder pour l'instant. Comment t'as perçu ça? Et je vois que tu participes aussi régulièrement au short trail, donc j'imagine que t'aimes bien aussi. Ouais, déjà en 2019, quand j'y ai participé, je sais plus c'est sur quoi que la sélection avait été faite. Je crois que c'était sur la Coupe du Monde qui avait eu lieu à Oslo. Nicolas me dit que je vais participer aux Europes sur la short race, tu vois, et en fait à l'époque c'était la première fois que la short race rentrait officiellement au programme, donc des Europes et des mondiaux. Donc je me dis vas-y, hein, on va la faire, ça va être, c'est un bon moyen de rentrer dans la semaine et puis ça va être cool quoi. Donc je fais deuxième, je fais deuxième aux Europes, je fais deuxième aux mondiaux. Alors forcément dans l'optique du K2, tu te sens bien quoi. Tu te dis pas tu vas tout déchirer, mais en tous les cas tu dis que l'entraînement il a été bon. Et puis au fur et à mesure,
je trouve que la short race est devenue de plus en plus exigeante parce que c'est vraiment un effort. Moi là, clairement, je me suis perdu sur la short race parce que c'est un effort qui est ultra violent. On n'a aucun temps pour récupérer. Et moi, souvent, je pars fort. C'est ce que j'ai fait là, sur les dernières short races aux mondiaux et aux Europes que j'ai fait. Bah, je pars fort, mais par contre derrière, ça répond plus quoi. Et les autres, ils passent, et puis tu les regardes passer quoi. Donc non, la short race, c'est un format hyper intéressant, mais je commence de plus en plus à me dire que je suis de moins en moins fait pour, parce que c'est vraiment, j'ai l'impression que ça fait appel à des qualités différentes de celles du marathon. Même si les gars qui sont forts sur la short race, souvent ils sont forts sur le marathon, ça reste quand même deux disciplines plutôt différentes. Hein. Ouais, bah, c'est là où je voulais en venir, c'est que là, bah, on a vu Pimenta justement qui s'y est mis. Et lui, bah, donc lui, c'est un spécialiste du 1000 à la base. On voit quand il fait les 5000, ça se passe bien. Et puis là, on a vu que bon, bah, c'était son épreuve, quoi. On a vu là, il s'est mis, Ah bah il, là ouais. il est impassable, quoi. Franchement, à la fin, on se dit bon, bah, qui va le passer, quoi. Et personne ne pouvait passer, quoi. Bah, c'est ça. Bah en fait, quand on sait son potentiel sur le 5000, on savait bien que sur la short race, il allait être performant. Après, l'inconnu, c'est toujours le portage, hein, mine de rien. Là, au World Games cette année, il y avait Balint Noé, qui était champion du monde du Oui, 5000, je qui vois. s'est aligné. Et au final, bah, lui, ça a pas matché parce qu'il y a la dimension portage qui quand même, qui change un peu, ça reste pas un 5000 classique, c'est pas un 3500 classique, c'est un 3500 avec deux portages. Et là, quand même, ça reste du marathon. Enfin, tu vois que ça reste du marathon. Justement, tu parles des World Games, je voulais en parler un peu. Est-ce que pour toi d'aller aux World Games, est-ce que ça rattrape le fait de ne pas avoir fait les jeux en course en ligne? Et comment c'était surtout? Est-ce que c'était bien organisé? Parce que Euh, quand j'avais interviewé Amélie, elle m'avait dit que c'était pas super qu'on l'avait fait en 2013, je crois, de mémoire. ouais, en 2013, ouais, elle m'avait Est-ce que, raconté. est-ce que là c'était vraiment des Jeux Olympiques, des épreuves non olympiques? Là, cette année, alors après, Amélie, tu me dis si je me trompe, mais là, c'était vraiment les mini-Jeux olympiques. Ah, C'était vraiment bien organisé. Bah, nous, t'es sur un campus universitaire, mais immense. Donc, il y avait tous les sports qui étaient au même endroit. T'allais manger le petit-déj. T'avais des gens qui faisaient du squash, d'autres qui faisaient de l'ultimate. T'en avais qui faisaient, il y avait même les pilotes de drone et tout. Après, t'avais ceux qui faisaient du roller sur route, là, de vitesse. Donc, en fait, c'était vraiment sympa comme ambiance. Ouais. C'était vraiment sympa comme ambiance. Après, bah ouais, moi j'ai pas fait les résultats que j'espérais, mais par contre c'est quelque chose que j'avais coché. Ouais, vraiment, pour moi c'était une opportunité pour essayer de me mettre au 15 parce que j'ai jamais fait sur des Europes et des Mondiaux la longue distance parce que avant je m'estimais pas capable et que maintenant je peux pas le faire pour pouvoir me mettre à 100% sur le K2. Donc les World Games c'était vraiment idéal. Je pouvais me mettre à 100% sur le K1, il n'y avait pas de K2 le lendemain, donc c'était vraiment un objectif que j'avais coché et je pense que je l'ai tellement coché que je me suis mis une pression bah, que j'aurais pas dû me mettre et je suis passé un peu à côté quoi. c'est tous les 4 ans comme les Jeux Olympiques? Ouais, c'est toujours l'année post-olympique. Là, ça devait être 2021, donc ça a été 2022 et les prochains ce sera en 2025. Est-ce qu'aujourd'hui, à 32 ans, tu progresses encore? Est-ce que par exemple, tu as des séances tests où tu vois que tu progresses ou je sais pas des tests VO2 où tu vois que tu progresses? Je te pose la question parce qu'on dit On- souvent que les capacités aérobies se développent beaucoup quand tu es enfant, adolescent, jeune adulte et qu'après, bah, passé 30 ans, je pose aussi la question Ouais. pour moi pour que tu me rassures. Est-ce que tu vois que tu progresses encore ou c'est difficile? Ou tu Je stages? sais pas si je progresse, mais en fait ma trajectoire elle a tellement été pas semée d'embûches, mais elle a été atypique parce que en gros moi j'ai commencé vraiment le sport de haut niveau à 25 ans. Avant j'étais pas en liste, j'étais pas, enfin quand il y avait des stages pendant les vacances, moi il fallait que j'aille bosser donc je faisais pas de stage donc pour moi la vraie vie de haut niveau elle a commencé en 2015 où là j'étais vraiment à 100% tourné vers ma pratique et c'était un vrai changement. Donc je pense que depuis 2015 ouais j'ai progressé régulièrement. De là à dire est-ce que je progresse encore, je sais pas. Mais on fait plus de tests VO2 là. On en a pas fait depuis quelques années. Nous,
notre séance type, la séance 1 heure à 14 km/h et plus, c'est une séance qu'on maîtrise de mieux en mieux et où on va de plus en plus vite, quoi. Après, je pourrais pas t'affirmer que je progresse encore, mais dans tous les cas, j'ai pas l'impression de régresser. Quels sont tes prochains objectifs? Rebondir. Là, c'est 2020, 2022, c'est pas une année à jeter parce qu'on a fait les championnats d'Europe, on fait 2, donc on est quand même vice-champion d'Europe cette année. On a gagné la CIA et ça faisait partie de notre triptyque. On voulait mondiaux, Europe et CIA. Donc en fait, on l'a eu. Je t'avoue qu'après, il y a eu un petit coup de mou, un petit coup de, là maintenant, est-ce que qu'est-ce qu'on fait maintenant, quoi. Et donc non, là, mon prochain objectif, je pense que ce sera la régate du Rio Negro, parce que l'année dernière, on devait la faire en K2 avec Quentin et il a eu le Covid juste avant, donc je suis allé en K1 et c'est pas pareil en K1 qu'en K2. Donc ce sera ça. Et puis après, ce sera récupérer notre bien, on va dire. Enfin, on l'a pas encore dit, on n'a pas fait le bilan de l'année, mais en tous les cas, ouais, moi je veux pas m'arrêter, je veux pas arrêter ma carrière sur une 10e place au championnat du monde, ça c'est clair. Super. J'arrive au bout de mes questions, Jérém. Est-ce qu'il y avait des sujets qu'on n'a pas abordés que tu souhaitais aborder? Non, je pense qu'on a fait le tour. Mais j'ai retenu le 3x4000 parce que j'ai fait un 3x3000 la semaine dernière, donc je sais qu'il faut que je fasse 3x4000 maintenant. Ouais, 3x4000, c'est pas mal. Après, il y a même plus court, mais bien, c'est 4x2000. Ouais, ça je fais souvent. On fait les 5000 des fois en contre-la-montre. Il y a pas mal de trucs à faire. Mais après, non, je pense qu'on a fait le tour. Moi, ce que je vois, c'est que le marathon, c'est une belle discipline. On a coché toutes les cases au fur et à mesure. On nous a donné des objectifs pour pouvoir exister, donc on les avait remplis. C'était plutôt bien. Après, je comprends, hein, c'est une discipline confidentielle, même si au sein de l'ICF, elle a quand même une belle place. C'est quand même pas facile de se spécialiser, tu vois. On a des jeunes qui veulent se spécialiser. Il faut qu'on les aide en fait parce que après Quentin, Steph, Edwin qui a arrêté sa carrière cette année, il faut que les jeunes ils nous remplacent. Il faut qu'ils le fassent bien, quoi. Donc j'espère que le marathon va continuer de se développer parce que là à l'international clairement c'est ce qui se passe. Là l'ICF a lancé le programme de détection des talents, mais en marathon cette fois-ci. Avant il l'avait fait, je sais plus, en kayak polo, je crois. Donc, il y a pas mal de trucs qui sont faits, c'est bien. On a une belle densité maintenant. J'espère que ça va continuer et puis j'espère que les jeunes derrière. Alors, je comprends, hein, quand tu es junior, ce que tu veux faire, c'est de la course en ligne parce que c'est encore une fois l'olympisme, c'est ce qui importe. En tout cas, c'est ce qui importe pour une nation. Et j'espère qu'après, il y a certains qui vont se dire, tiens, pourquoi pas essayer de me spécialiser. Il y a plein de courses qui sont intéressantes à faire, qui sont pas des mondiaux ou des Europes. Même, tu vois, l'Ardèche en France, c'est une course de marathon au final. Donc, j'espère que ça va continuer à se développer. Nous, on a un groupe avec qui on s'amuse bien. Donc, pour l'instant, c'est cool. Et super. Jérém, merci de ton temps. C'était fort instructif. Merci à toi. Je m'entraînais pas assez. Je pense que personne s'entraîne assez, mais personne s'entraîne trop. Ça peut être la phrase du podcast. Jérém, s'il y en a qui veulent te contacter, j'ai vu que tu étais pas mal actif sur ta page Facebook. Est-ce que je mets ça en lien? Ouais, pourquoi pas, ouais. Facebook, Instagram, il n'y a pas de souci. Mais oui, en général, ouais, Facebook, j'y vais régulièrement parce que les quelques partenaires que j'ai eus sont essentiellement sur Facebook, donc je continue d'informer mes partenaires et les gens qui me suivent. Ouais. Super. Jérém, merci encore de ton temps. C'était un plaisir. Plaisir partagé. Et peut-être un de ces jours sur l'eau. Peut-être que j'arriverai à tenir la vague un jour. À bientôt pour un 3x4000 alors. Voilà. Avec plaisir. Moi, j'aime bien ces séances-là. Parfait alors. Allez, salut. Salut. Si vous êtes encore là, c'est que l'épisode vous a plu. Dans ce cas, je vous invite grandement à m'aider à faire grandir ce podcast en mettant une note de 5 étoiles et un commentaire d'encouragement sur l'application de podcast où vous l'écoutez et plus particulièrement sur l'application podcast d'Apple. Cela m'aidera d'autant plus à accueillir les meilleurs kayakistes français
grâce à la crédibilité que vous me donnerez. Enfin, vous pouvez retrouver la retranscription écrite de cet échange sur www.secretdukayak.org. En attendant, laissez glisser et à la semaine prochaine.